食べる赤と青のしぼし未来から過去順々食べる何十回も噛みつぶし溶けたなら飲もう丘の上で星を見ると感じるOui. À part se sentir de temps en temps désespéré, moi j'avais ce côté quand même où je trouvais que l'obscurantisme ça me démotive quoi. Je suis tout le temps démuni et désespéré face à la volonté justement d'essayer d'occulter cette vérité qui pourtant peut pas être vraiment enfuie. Parce que je crois que peut-être que j'ai un prisme trop pessimiste d'actualité de se dire bah en fait il suffirait pour gagner de vendre une vérité alternative qui soit plus alléchante et qui repose pas du tout sur des faits. Vous voyez Et où ce qui est drôle, je c'est veux que en c'est. venir quoi. Oui, et ce que j'adore, c'est que c'est l'idée de Badeni en plus. C'est Badeni qui défend cette idée-là, et d'une manière complètement hautaine et horrible. Et j'adore, c'est un moment où il apprend que Jolenta apprend à Oxy à écrire. Et lui, il explique, mais Mhm. non, faut pas apprendre aux gens à écrire. Et sur le coup, on lui demande, mais pourquoi il faut pas apprendre aux gens à écrire? Il dit, bah, faut que les gens qui aient le pouvoir d'écrire soient ceux qui ont accès aux connaissances. Soit ceux qui sont en fait les sages, en fait, entre guillemets, ou les scientifiques, enfin voilà. En tout cas, ceux qui ont assez de connaissances pour pouvoir les transmettre. Si on apprend à écrire à n'importe qui, eh ben ils vont écrire n'importe quoi et ça sera un gros bordel. Et quelque part, tu as envie de te dire, est-ce que ça ressemble pas un petit peu aux réseaux sociaux, enfin aujourd'hui, et avec des théories complotistes qui s'imposent, de fake news, etc. Et je trouve que c'est pour ça qu'en fait, tous les personnages aussi, ce que je trouve bien dans la série, c'est que même s'il y a des méchants et des gentils, enfin, même l'inquisiteur d'ailleurs aussi est un personnage que je trouve malgré tout intéressant parce qu'il va aussi évoluer sur sa conception. Même lui, il va trouver qu'il s'est fait manipuler du début à la fin. Mais tous les personnages, en fait, j'ai l'impression, mais ça, je suis pas assez informé pour le dire, je pense que tous les personnages portent certaines conceptions philosophiques en eux. Et en fait, ce qui fait que c'est un peu comme Battlestar Galactica, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est une espèce de série où il y a finalement ni vraiment méchant, ni vraiment gentil, mais des gens qui sont dans un système, qui certains servent le système, d'autres qui cherchent à le renverser, mais qui portent en fait des philosophies différentes qui sont intéressantes à analyser parce qu'en fait, en fonction de leur position, en fait, on peut très bien expliquer rationnellement pourquoi ils font ça. Personne, en fait, à l'intérieur de la série, n'est un méchant en puissance parce qu'il est diabolique, quoi. Ils ont tous, en fait, des intérêts à faire ce qu'ils font parce qu'ils sont dans un contexte, ils sont, enfin voilà, etc., etc., etc. Et ça, je trouve, c'est le côté aussi très intéressant de cette série. Je suis d'accord, je vais même aller plus loin. Je pense que il représente vraiment Badeni une vision élitiste de la société qui va souvent de pair avec l'idée que la connaissance doit être l'apanage d'une élite et de ceux qui sont celles et ceux qui sont instruits et qui savent mieux que les autres et qui ont vraiment, il a la position du sachant quoi, qu'on critique quand même très souvent entre nous du fait de cet aspect d'esprit critique qu'on défend qui est aussi l'humilité intellectuelle hein, qu'on y associe beaucoup. Donc lui, il en manque complètement, il en est même totalement dépourvu, comme Rafale d'ailleurs. Mais ça va plus loin puisque il pense que du coup, un idiot instruit reste un idiot. C'est là qu'il y a quelque part une incohérence dans son discours à lui, puisque Oxy finit par le faire changer d'avis et lui prouver qu'en fait un idiot instruit devient quelqu'un d'instruit, tout simplement, avec un point de vue original sur le monde, et qu'il finit par ne pas être tout seul, lui non plus, dans sa quête de la vérité, quoi. Voilà. Et ça va dans l'idée de Oxy, c'est-à-dire qu'une multiplication de points de vue, en fonction de comment est-ce qu'on est situé aussi dans la société, ne peut que aider en fait à faire progresser la recherche, quoi. Ce qui est aussi une idée inverse finalement de Badeni qui va dire en fait c'est qu'il y a que les chercheurs entre eux qui peuvent faire avancer la science et lui il va dire oui mais finalement il faut bien des gens aussi qui soient un peu naïfs qui posent des questions pour aussi faire avancer la science et lui il va participer pleinement en fait et pas uniquement au niveau technique, c'est-à-dire parce qu'il a une supervision et notamment c'est à ça qui sert au début quoi, c'est pour ça que Badeni le garde
il a une excellente vision et qui peut voir les planètes, sachant qu'on est largement avant l'invention de la lunette astronomique. Oui. Et, Mais c'est vrai que et- c'est vrai que l'argument d'autorité, c'est quand même un truc qu'on entend beaucoup dans les débats tout le temps. Voilà, lui, il a Ouais. un doctorat en ceci, donc il peut parler de ça. Ce qui est différent dans la série, c'est que là, quand on parle d'argument d'autorité, mais on parle de discuter des choses qui sont plus ou moins établies en science, tandis que là, on est dans la spéculation, on est dans l'établissement d'une nouvelle théorie. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut justement que le plus de monde ait accès à justement la lecture et l'écriture, parce que c'est de là que vont émerger les nouvelles idées, à la différence de parler des choses qui sont déjà établies. Voilà. et heureusement que Badeni n'a pas vu l'invention de l'imprimerie à caractère mobile, pour le coup, qui arrive un petit peu plus tard. Et Ouais. ça, c'est assez C'est intéressant bien foutu aussi. d'ailleurs, hein. C'est très bien fait dans l'animation justement le fonctionnement de l'imprimerie quoi. Je veux dire c'est au poil quoi. C'est franchement chouette. Quoi. Hmm. Mais bon, Et c'est détail. drôle, cette idée aussi que finalement la technique va aider aussi à faire progresser, notamment la recherche scientifique Oui. et Oui, la diffusion. C'est vrai qu'on n'en a pas il y parlé en a, encore. il y en a un qui a une phrase assez comique d'ailleurs. Je me sers de la technologie que pour la combattre. C'est Oui. assez marrant. Mais oui, voilà, donc il y a cette idée des nouvelles technologies aussi. Alors moi, c'est vrai, depuis le début de la série, j'étais en train de dire, mais quand va arriver la lunette astronomique? Bon, après, quand je suis arrivé à la fin de la série, j'ai compris pourquoi on l'avait pas, parce qu'elle arrivera encore que, je sais pas, 50 ans, 100 ans peut-être plus tard, je sais plus. Je crois Donc, que j'avais checké, mais on est, attends, l'info est on vieille. est, on n'est pas encore à cette, en tout cas, on n'est clairement pas encore à ce stade-là. Et qu'est-ce que je voulais en venir avec cette idée oui, voilà, que le Front de libération des hérétiques, bon, bah, c'est en soi, enfin, je sais pas si ça existait ce truc-là, je pense pas que ça ait vraiment existé. Par Non. contre, on peut Non, faire non. un rapport direct en fait avec le protestantisme. Et je pense que c'est Oui. je pense que c'est l'inspiration, puisque à quoi a servi le protestantisme? Le protestantisme, c'était une nouvelle vision finalement de la religion chrétienne, combattue par l'orthodoxie du catholicisme finalement, mais ils ont permis en fait ces protestants aussi de porter déjà de dire à chacun, bah en fait, on va vous apprendre à lire la Bible et à l'interpréter à votre manière, et votre manière de l'interpréter est une bonne manière, et c'est ce qui permet aussi de libérer finalement pas mal de choses, et notamment de créer vraiment de nouvelles idées en Europe à cette époque-là. Donc là, on ne parle pas littéralement du protestantisme, parce que même d'ailleurs, alors corrigez-moi si je me trompe, ça fait un moment que j'ai vu la série, mais j'ai pas l'impression que le catholicisme, il soit... Enfin, on a plein de codes du catholicisme, parce qu'on est en Europe, voilà, mais j'ai pas l'impression qu'en fait, on parle jamais de Jésus, on parle jamais de Marie. Enfin, cette religion-là, elle est située au niveau esthétique, on va dire ça comme ça. Par contre, au niveau du Mhm. contenu religieux derrière, c'est très vague en fait. Et j'ai l'impression que l'auteur, en Et c'est fait, il a voulu volontaire, je aussi. pense. Bah, Voilà, c'est oui, je ouais, pense. en miroir par rapport aux théories scientifiques aussi qui sont discutées dans le truc, dont on ne va jamais vraiment dans le fond non plus, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que l'idée, c'est de représenter les systèmes religieux en général, mais sans cibler particulièrement le catholicisme. C'est Ouais. juste qu'on a une représentation notamment des moines de l'époque avec la tonsure, etc., la bure, avec les églises, etc. Parce que c'était ça. Mais en fait, le contenu religieux derrière, bah, on parle un peu de la Bible, mais c'est assez vague en fait. Enfin, on n'est vraiment pas sur vraiment une critique, entre guillemets, du catholicisme pour le coup. Il y a quelque part aussi, un peu plusieurs fois en filigrane, l'idée que dans la chrétienté en général, il y a le fait qu'on est censé s'occuper des pauvres et des plus démunis et que finalement on finit par les opprimer aussi. Donc il y a ce côté Mhm. social qui est un petit peu porté, entre autres comme ambition et comme motivation, parce que c'est utile au développement de la révolution dans la troisième partie pour la propagation de l'idée, parce que c'est juste un moyen de se rebeller contre le dogme établi. Et c'est rigolo parce que là, ça met complètement en contre avec Agora, où c'était les chrétiens les gentils, quoi. Et en gros, là, c'est les chrétiens les méchants maintenant. Ouais. Dans Ouais, c'est Agora, vrai. c'était les chrétiens les gentils? Bah, alors vite, Ouais, oui, effectivement. Voilà, je faut le dire vite. Mais Ouais, faut le c'est dire les honnêtement rebelles en très tout vite cas. parce Tu que vois, c'est les révolutionnaires. Voilà. ouais, oui, voilà. là-dessus, oui.
Sur la première sur la première partie du film, oui, effectivement. Oui, c'était une des analyses qu'on avait sorti d'Agora en disant qu'Agora n'était pas un film anti-chrétien, justement parce que en fait, les chrétiens permettaient de résoudre pas mal de problèmes sociaux qui étaient complètement occultés par l'élite de l'Empire, quoi, de l'Empire romain et puis notamment d'Alexandrie à cette époque-là. D'accord, sur le coup, je comprends mieux ce que Mhm. tu veux dire. Oui. Oui, je dis que du coup, sans rentrer dans le détail de euh, qu'est-ce qui est porté ou pas comme différence entre les différents courants de la chrétienté, il y a l'idée que les gens se rebellent parce que de toute façon, ils sont oppressés et qu'ils sont quand même éduqués dans un système de valeurs qui ne devrait pas pouvoir permettre ça. Donc, comme ils comprennent et vivent cette contradiction, bah, naturellement, ils sont d'abord résignés dans un premier temps, puis en fait, petit à petit, quand ça devient trop c'est trop, un peu comme partout, ils finissent par se rebeller et porter une idée nouvelle et différente qui devient un prétexte, en fait. Mhm. Oui, le prétexte c'est sur la dernière partie de la série pour le coup. Où là, il y a plein, comme tu l'as dit, il y a plein d'autres enjeux nouveaux qui émergent, quoi. Il y a que Yolenta qui vraiment a pour ambition d'imposer l'idée, quoi. Alors, j'ai une question pour vous. Question à 1000 euros. Vous pensez que c'est qui le personnage le plus sceptique de la série? Au sens Ouais. qu'on a nous, c'est-à-dire celui qui est le plus capable, confronté, on va dire, une fois confronté au fait, de remettre en cause ses convictions et de les faire évoluer, et peut-être le plus rationnel aussi, je sais pas. Alors, rationnel et sceptique, c'est pas exactement la même chose, Non, à mais mon sens. j'entends ça, peut-être, il y a peut-être les deux. Il y a peut-être un qui est plus sceptique et un qui est plus rationnel. Enfin, j'ai une idée en tête, mais je vous laisse. Bah, en fait, alors enfin, faudrait que je revoie sur le rationalisme. Mais les rationalistes, souvent, de mon point de vue, sont des personnes qui vont changer d'avis extrêmement tard, en fait. Les rationalistes sont ceux qui sont qu'en fait dans les idées actuelles et qui se disent ce qui est rationnel, c'est de penser ce qu'on a découvert aujourd'hui, quoi. Donc en fait, Mhm. pour moi, le plus rationnel, techniquement, c'est le comte Piastre. Je pense que c'est le plus Ah oui. rationnel. Ouais, parce qu'il s'ancre dans son système d'idées et, Mhm. Ouais. et il est rationnel de Ok. penser ce qu'il pense parce que c'est le système d'idées qui fonctionne à ce moment-là. Le plus sceptique Oui, qui va être effectivement. capable de remettre en question, c'est mon sens à moi du rationalisme, parce que j'essaye de peu à peu de réfléchir sur ces concepts-là, sachant que j'ai pas lu sur la question, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment ma conception à moi. Et je pense que des philosophes comme Céline Schopfer, par exemple, qu'on a invité dans la dernière mission, peut-être me reprendraient là-dessus. Euh, Sur les sceptiques, dur, il me faudra un petit peu de temps. Truth, si tu veux répondre en attendant sur peut-être le plus rationnaliste et sceptique à ton sens. Bizarrement, euh, ouais, non, j'allais dire parce que c'est justement le chef des inquisiteurs à la toute fin, il se remet quand même en question fort. Il se dit putain, et si je m'étais il continue à croire en Dieu, évidemment, tout en continuant à croire en Dieu. Mais si c'est mon héliocentrisme qui est la vérité et que je me suis gouré, pitié Dieu, pardonnez-moi, ou je sais pas, il dit quelque chose comme ça, quoi. Euh, donc il y a dans sa foi quand même, malgré tout, une remise en question et une admission du fait qu'il aurait pu avoir tort, quoi. C'est Mm. particulier, mais Pour moi, ça suffit pas complètement à en faire le plus sceptique. Je comprends très bien parce que non, pas le plus, c'est mais vrai que c'est celui qui doute le plus. ouais, non, c'est parce que comme j'ai beaucoup cherché, je me suis dit, mais celui-là, c'est pas celui auquel j'aurais pensé en premier lieu, mais dans le fond, il y a quelque chose, quoi. Ouais. Novak, pour moi, Ouais, ouais, ouais. pour moi, c'est un dogmatisme complet chez Novak. Il se remettra en question à la toute fin, mais il obéit aux institutions, il ne remet pas en cause les institutions. C'est un policier, quoi. Donc, Ouais. on lui dit torture, on lui tue, il s'exécute. Et puis, c'est un agent de l'Église. Pour lui, l'Église, elle existe. Enfin, pour lui, enfin, je veux dire, l'Église. Il croit en Dieu. Pour lui, l'Église, c'est la seule manière, en fait, de croire en Dieu. En fait, il remet complètement son jugement. C'est-à-dire que lui, il n'a pas son analyse de la religion. Il applique ce Mais qu'on lui dit de faire, quoi.
Donc c'est un, Ouais, c'est c'est un un être ancien militaire obéissant. en plus, hein. C'est un ancien militaire, Alors, c'est même un mercenaire en fait, quoi. oui, c'est Plus ça. qu'un Bah, moine. Ça. oui, il est pas religieux en plus. Donc il est complètement obéissant en fait. C'est un agent du système, quoi. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Et à la C'est fin, à intéressant. part... alors, attends, je finis juste Vas-y. là-dessus. Et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est Vas-y. que c'est un agent du système. Il va se remettre en question à partir du moment où il va comprendre que le système est corrompu. Et il est là, en fait, qu'il va commencer à comprendre que, en fait, le système dans lequel il a mis toute sa vie, le système de politique, Vaut pas la de peine d'être l'Église, défendu. vaut pas la peine d'être défendu, notamment quand il va voir Ouais. que en fait au-dessus en fait ils sont pas juste en train parce que lui il comprend rien en fait à ça. Il est ignorant complet en fait. Il est bête en fait. Il est très bête comme personnage. Il s'intéresse même Mhm. pas en fait à sa religion. On lui dit d'appliquer, il l'applique. Il a jamais lu la Bible très probablement. Et en fait quand il va voir que en fait le fils même de l'évêque, donc il y a le donc comment il s'appelle déjà? C'est Anthony? Anthony. Oui. Anthony. Donc Anthony, c'est le nouvel évêque. Et l'évêque d'avant, c'était son père, d'après ce que j'ai compris à peu près. Donc l'évêque, en fait, le père d'Anthony, c'était un anti-héliocentrique primaire. Et de son propre fait, il a décidé de faire une chasse aux héliocentriques. Sauf qu'Anthony, en fait, à partir du moment où lui, il va commencer un peu à la question, il va se dire, en fait, je crois bien qu'il n'y a rien dans la Bible qui interdit les idées héliocentriques, quoi. Et en fait, à la fois, le père a trahi la Bible parce qu'il n'a pas appliqué la Bible telle qu'en fait on peut l'appliquer. Et en même temps, Anthony trahit aussi parce que lui, en fait, son seul but, c'est de faire de l'argent. Et en fait, à ce moment-là, Ouais. en fait, Alors c'est que là l'opportunisme. où il va complètement remettre en question cette institution qu'il a servi depuis longtemps et qui va comprendre aussi que cette institution lui a retiré tout ce qu'il aimait, notamment, c'était tout son sens de la vie, c'était sa fille, quoi. Et en fait, il va remettre en question vraiment qu'au dernier moment. Pour moi, il est vraiment pas, c'est pas un personnage sceptique. Voilà. Non, ok, ouais, je comprends. Mais, il y a un mais c'est dommage parce que j'espérais jusqu'à un moment qu'il recroise quand même sa fille à un moment. Et en fait, il la Ah oui. recroise pas du tout, quoi. Il la recroise pas du tout. Et pourtant, ils se croisent à pas mal de moments dans l'histoire de la série, quoi. Mais Il se resserre la main, il si va. je peux me permettre. il- c'est- Sérieux? Ah oui, tu Bah, sais qu'il met le gant de sa fille sur la main de sa fille qu'il a récupéré après l'explosion. Ah ouais, d'accord. Ouh là là, oui, d'accord. c'était Ok. une blague d'humour très très noire. Ouais, j'avais pas saisi. Effectivement. Mais ouais, mais c'est vrai que ouais, voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient avoir une confrontation entre les deux. Et ben non, on l'a pas eu. Oui, c'est dommage, on Euh, l'attendait beaucoup cette confrontation, mais bah, ça c'était un peu pour le côté fataliste de la série. C'est vrai que ça rajoute quand même au drame, quoi, efficacement. mm, Euh, Alors, je continue sur Novak parce que vous avez dit des trucs très intéressants, si je peux, parce que vas-y. je trouve que donc vous l'avez décrit comme le flic, mais c'est pas par hasard. Donc le fait qu'il soit un mercenaire, à la toute base, je pense que c'est juste une convenance narrative pour pouvoir justifier le fait qu'il ait le droit de tuer, puisque on nous montre dès le début cette contradiction du fait que il y a quand même les 10 commandements à la base dans les anciens commandements, qu'on s'en est pas détaché parce qu'on est dans la chrétienté, et qu'on n'est pas censé tuer son prochain. Donc comment est-ce qu'on justifie le fait qu'il finisse par exécuter des hérétiques, hein, par le fait que, comme il n'est pas membre de l'Église, lui, il a droit à une exonération parce qu'en fait, il se confesse auprès d'un vrai prêtre et il est pardonné. Voilà. mm. alors Le c'est surtout clergé qu'il peut peut pas se permettre exécuter ça. sans jugement. Et c'est ce que dit Oui, Anthony à voilà. la fin. C'est vrai qu'il y a ça C'est-à-dire que aussi, toutes pardon. les exécutions que lui il a fait, c'était pas des exécutions publiques, c'était des exécutions cachées. Et d'ailleurs, il a détruit toutes les archives Officieuse. qui démontrent Oui. ça. Officieuses. En fait, c'est vraiment le pire rôle qu'il a, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas vraiment un vrai inquisiteur. Et en fait, il fait tout le sale boulot derrière, quoi. Et C'est c'est un à la fin qu'il se rend barbouze. compte de Ouais. ça. Ouais, Et il ouais, complètement. Ouais. représente, il incarne. C'est pour ça que ça marche aussi bien ce côté corruption, c'est parce qu'il incarne la doctrine de l'ordre. Et quand tu représentes l'ordre, toute ta croyance repose sur la notion que l'ordre est justifié, le système est bienveillant, et quand tu prends conscience du fait qu'il ne l'est pas, eh ben tu pars en vrille, quoi. Mhm. Et c'est ce qui explique son changement de paradigme à la fin, quoi. Oui, il y va Ouais. jusqu'à brûler une église, quoi. Ouais. Donc personne cite Rafale comme personnage le plus sceptique, sinon. En fait, si, j'allais y venir, justement. Moi, pour l'instant, il y en a deux, Ouais. je pense, c'est Rafale et Badeni. Et ouais, je mets les deux à peu près au même stade.
Mhm. sur les plus sceptiques scientifiques. On va dire ça comme ça. Pas Alors je scepticisme au comprends sens, pourquoi au Rafale. sens antique. Ouais, Rafale, il est confronté à l'évidence. Il se dit bon ben oui, il y a pas à chier. 2 plus 2 font 4 et ça tient. Donc la théorie est voilà. Et puis alors il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant aussi, c'est que il se présente lui-même comme ayant en fait un espèce d'esprit critique pratique au sens anglo-saxon un peu de la vision du terme. Et à un moment donné, il dit, je crois, c'est vers le début, que le rationalisme est censé l'empêcher d'avoir des ennuis, en fait, qui navigue grâce à ça, puisque il adopte toujours la position la plus consensuelle pour éviter de se faire embrouiller, et que c'est très facile pour lui de savoir laquelle c'est. Mhm. Et donc on Et c'est nous là le qu'on voit que le présente comme un rationalisme personnage sceptique de ce point de vue-là. Ouais. et c'est là qu'on voit que bah, c'est pour ça que là, on voit qu'il y a une conception différente entre le rationalisme, en tout cas tel que c'est présenté par, lui, et le scepticisme. Enfin, il y a là, le rationalisme, c'est-à-dire il a compris les règles de la société et il va les appliquer sans les remettre en question, tu vois? C'est ça, en fait, l'idée, hein, Ouais. une des idées que j'ai du rationalisme, tu vois? Et qui peuvent Ouais. expliquer, par exemple, que, certaines personnes qui se disent très rationnelles, vont, être très vite larguées quand il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Parce que pour elles, les nouvelles idées, c'est pas forcément, des idées rationnelles, tu vois? Quand tu as des nouvelles idées qui arrivent, des nouvelles choses que tu testes en science, en fait, à la base, c'est des intuitions, comme on le dit. C'est-à-dire que tu te poses des questions, Ouais. quoi. Les rationnels, ils vont rester sur leur base, en fait. Donc c'est là que je vois une différence entre le scepticisme scientifique, c'est-à-dire remettre en doute, et le rationalisme qui va être plutôt, à essayer qui va être plutôt conservateur d'ailleurs, le rationalisme, à mon sens, encore une fois. Et Badeni, pourquoi tu le... J'ai quelques idées en tête d'associations, par exemple, scientifiques, qui mettent 10 000 ans à se rendre compte du changement climatique, quoi. Parce qu'il leur faut un niveau de Ouais. preuve, ils sont tellement rationnels qu'il leur faut un niveau de preuve qui est démentiel. Alors que heureusement qu'il y a certaines personnes qui, avant eux, ont douté, heu, en dehors du cadre, rationnel, quoi. Et on voit que ces mêmes associations, que je ne citerai pas, sont toujours, en passe de dire que, par exemple, les pesticides, ne provoquent pas de cancer, et cetera, et que c'est pas prouvé. Alors même qu'il Mhm. y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont actuellement sur le sujet et qui ont plutôt tendance à dire que, eh ben, on ne sait pas, mais on a quand même de bonnes raisons de penser qu'il y a vraiment un effet sur la santé. Bon, passons là-dessus. Mais donc, voilà, Ouais. en fait, ça va être la question entre un rationnel et un sceptique, c'est là où ça va se jouer, en fait, à mon sens. Le rationnel va défendre le consensus de base sans se poser la question des nouvelles idées, quoi. Le sceptique va être plus dans une position de doute et de test, à mon sens. Le scepticisme scientifique. Voilà. Ok. Pour faire la différence Ouais, entre ouais. les deux. Et je parle sous aucun Ce contrôle à serait part le l'idée mien. que dans la controverse qui est nécessaire à l'évolution de la pensée rationnelle, il y a un niveau de preuve exigé de façon générale qui est plus important qu'il ne devrait l'être, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ce qui peut expliquer, par exemple, que des gens qui se sont dits rationalistes, ou en tout cas sceptiques, ou dans des milieux sceptiques, sont extrêmement éloignés en fait des nouvelles réalités scientifiques. Voilà. Mm. Si j'en crois certaines analyses politiques d'ailleurs, on finira tous comme ça. Paraît-il que plus on vieillit et plus on devient conservateur. Voilà, ça c'était pour justifier le fait que vous allez tous voter à droite aux prochaines élections, n'est-ce pas? C'est pas forcément, c'est Bien pas sûr. assez. Il y a peut-être une tendance statistique, mais voilà. Disons que quand Oui, tu es au c'est courant ça, de la c'est une tendance tendance statistique, il y a moyen statistique. Bien sûr. il y a moyen Faut y d'y échapper. remédier. C'est ça. Notamment si on est sceptique. C'est ça. Est-ce qu'il est bien rationnel d'être trop rationnel, hein? Voilà, on va terminer Tout à sur cette fait. question. C'était un Exactement. grand Bah moi, sujet, c'est pour ça ça, que je ne me à présente plus comme l'époque. rationnel. Enfin, je me présente pas comme rationaliste pour Ouais. le coup. Hmm. Ou des Ouais, je mouvements comprends. rationalistes. Hmm. Le scepticisme scientifique me parle le plus dans sa définition du doute méthodique et bien mené, quoi. Et c'est pour ça que oui, Rafale, pour moi, il est clairement dedans, et on est d'accord là-dessus, dire que c'est quelqu'un qui voilà, il a testé un truc, il voit, il est capable de poser des arguments, il est capable de les réfuter, il est capable de calculer et de remettre en cause sa pensée. Donc oui, et Badeni pour la même manière, parce que Badeni, quand on vient lui apporter le bouquin qui explique l'héliocentrisme, en tout cas les données de l'héliocentrisme, il va, il va, s'y- il va,
il va l'adopter, quoi. Il est pas dans le. Enfin, pour moi, mon sens, il remet aussi en cause lui-même ses propres idées d'avant, quoi. Parce qu'il est essentiellement curieux, Badeni, c'est ça en fait. Il a une curiosité presque maladive, quoi. C'est-à-dire que quand il a un livre entre les mains et qu'il sait que s'il l'ouvre, il va se faire bien torturer, et il l'ouvre quand même, alors qu'il va le voir que quelques secondes, il va même rien réussir à lire, mais c'est plus fort que lui, quoi. Moi, je le prends presque comme un relativiste, Badeni, parce qu'en fait, il a aucun acquis. Il n'y a rien qui soit. Il ne considère pas grand-chose comme un axiome de ce qui doit être. Alors, à part peut-être les mathématiques, parce que c'est sa spécialité, je crois, et que du coup, il en fait quelque chose d'un peu pas sacré, mais de logique au sens premier du terme. C'est algorithmique, ça a une cause et un effet, et donc ça fonctionne. Et pour tout le reste de ce qui est les connaissances scientifiques, c'est la preuve la plus forte qui gagne. Mais je suis prêt à en remettre en question toutes mes croyances si votre argument est plus fort que le mien, quoi. C'est la Et c'est définition pas- du scepticisme, non? Et alors oui et non, parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, je sais pas, dans sa façon de faire. C'est que si cette idée-là l'intéresse plus et que l'argument est plus convaincant, il changera d'idée, tu vois. Enfin, il faut quand même que l'argument soit solide pour lui. Mais c'est parce qu'il est instruit, finalement. Je pense que si justement il l'était pas, ce serait un peu une girouette intellectuelle, quoi. Un peu à être une éponge, à accepter un peu toutes les idées tant qu'elles lui plaisent. C'est un peu comme ça que je le vois, Ah, Benny. Je le vois pas si sceptique que ça, tu vois. moi, je le vois bien sceptique, moi, Badeni, parce que justement, il est pas. Enfin, je pense que je le vois pas relativiste du tout. Enfin, pour moi, relativiste, tel que je l'entends, c'est des gens qui se diraient, oui, bon, finalement, le soleil au centre ou la Terre au centre, est-ce que ça change quelque chose? Finalement, est-ce que les deux idées sont pas un peu vraies? Bon, là, c'est un peu compliqué d'être relativiste Mais parce que là, quand même, c'est un il peu s'en compliqué, fout, mais non. clairement. Lui, Badeni? Oui, et je dis, Ouais. il s'en fout que ce soit le soleil qui soit au centre. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir raison. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il a plus envie d'avoir raison que de trouver la vérité. Et là, vous êtes sur les motivations, mais ça ne change pas la méthode. Et moi, pour moi, il a une C'est méthode pas faux. sceptique, Oui, hein. c'est vrai, tu as raison. Oui, Oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Les motivations La sont méthode est sont sceptique. pas nobles, hein, clairement, mais C'est vrai, parce c'est que vrai. justement, il veut tellement avoir raison qu'il va adopter la meilleure méthode pour ça. Même si, bon, toute sa méthode, là où elle est faussée, à mon sens, c'est que il est incapable de faire confiance à d'autres personnes. Et même à Jolenta, qui largue très rapidement, en fait, une fois qu'il a accès à toute la connaissance dont il a besoin, quoi. C'est-à-dire Oui. aux archives du comte Pias, quoi. C'est drôle qu'à partir de ce moment-là, ils disent à Yolenta qu'il a pas besoin d'elle, quoi. Mais en plus, il veut tout s'approprier. Non, mais c'est un salopard, de toute façon. Enfin, clairement, il faut le dire ce qu'il est. Enfin, c'est vraiment une des pires ordures, sans doute, de la série. En apparence, parce Mais qu'après, bon, il ouais, c'est change un quand même pas mal. sceptique. Mais... ouais. Mm, mm. Oui, après, il change sur la fin. Sur la fin, il change. Oui, oui. Mais c'est un personnage qui évolue aussi énormément, très clairement, ouais. Enfin, je Mais sais pas au trop ce début, qu'on il est doit quand même. penser du fait qu'il paye tous ces gens errants là. Je sais même pas comment le définir. C'est sans-abri, mais ça n'a pas trop de sens comme définition Ah pour leur ouais, graver dans Camelot, le il serait livre appelé les clodos, d'Oxy. quoi. Mais... Oui, c'est ça. Mais déjà comme idée, alors tu te dis, mais Uoto, là, le scénariste, vraiment, pourquoi en fait, est-ce qu'on était En même vraiment temps, obligé tu te d'aller dis que jusque-là? c'est ultra. Oui, c'est une idée qui est assez choquante, mais en même temps, tu te dis, c'est très bien trouvé, quoi. Parce que pour le coup, tout le reste a été brûlé. Enfin, plaquer ça sur autre chose qu'un bouquin, c'était ce qu'il y avait de plus intelligent à faire, quelque part. Bon. Ouais, ouais, Mais bon, c'est là qu'on voit que c'est aussi un animé et que c'est aussi là un peu pour le spectacle, quoi, bien sûr. parce que bon. Mais c'est Oui, le seul complètement. sociopathe avéré quand Ah, ça, même par contre, oui. de la série qui Ouais, le fait, quoi. ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Ce Pat, ah, j'ai envie de dire que. Anthony Ah, peut-être, mais et encore, je sais pas. ouais, il y en a quand même quelques-uns qui sont bien atteints. Enfin, même Novak, il a Ah non, aucune même Novak, empathie, on ce peut pas type. le. Et non, il légitime tous ces actes de violence. Donc pour lui, Oui, tu l'as dit, on est complètement là dans l'expérience de
de Milgram. C'est Milgram. le type, il se déresponsabilise. Oui, je Il n'est suis pas d'accord. Oui, oui, il est exempt complètement. de Oui, morale, oui. bien au contraire. Oui, Il est en état d'agentivité, oui, mais oui. malgré tout, enfin, pour être dans un état comme ça, il faut quand même manquer aussi quelque part de. Il a pas l'air. En fait, en plus, il y a ce personnage, il a un air. Vous avez vu. Il a pas l'air trop de regretter ce qu'il fait. Ça va. En fait, ce personnage qui est un peu léger en plus. Moi, ce qui me fait très rire avec avec ce personnage, c'est quand même qu'il a un physique de gentil en plus. Contrairement à Badeni qui a un physique vraiment de méchant, quoi. Mais lui, il a vraiment un physique, c'est le beau gosse, blond, avec super belle coiffure. Enfin voilà quoi, t'as envie de te dire, ce serait s'il était dans un lycée, ce serait le beau gosse quoi. Sauf qu'à côté, c'est un mec qui tente. Enfin, j'aime bien parce que la série, je pense, trouve au niveau des physiques de ces personnages, prend assez le contre-pied à pas mal d'endroits. Bon, par contre, les physiques sont pas du tout historiques, hein, on passera, mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas historiques d'ailleurs. Même les bibliothèques, à mon sens, ne sont pas historiques. Je veux dire, les bouquins faits en série avant l'invention de l'imprimerie, Elles c'est sont assez drôle. Mais gigantesques, ouais. elles sont gigantesques Ouais. en plus. Alors, bon, les moines, ils ont dû quand même pas mal écrire, mais Un petit peu de rouleau. les couvertures sont les mêmes. Donc, en fait, il y a une production de série de bouquins avant même l'invention de l'imprimerie. C'est très. Mais enfin, bon, passons, ça, c'est du détail. Ouais, ils ont beaucoup de monocopistes à la chaîne. Faut le croire. C'est ça. Mais oui, c'est. Mais pour moi, Badeni reste sceptique. Reste quelqu'un qui, si tu lui présentes une idée, il sera capable de la. Parce qu'il a tellement envie d'avoir raison, il est tellement curieux que c'est un. Il a une méthode de sceptique, je pense, ouais. Et Rafale aussi, ouais. Les deux. Ouais. Bon, et puis puisqu'on est sur Rafale toujours, je crois savoir que du coup, beaucoup de gens ont un peu vrillé au retour de Rafale, du coup, qu'on revoit à la fin de la série, commettre un meurtre au nom de ses idées. Donc on revient plus tard de nouveau sur cette idée de violence, puisque c'était le seul qui n'avait pas tué à un moment donné, je crois, de tous les personnages qui défendent l'héliocentrisme en tout cas, pour défendre l'idée. Et puis finalement on se rend compte que si. Et vous avez interprété ça comment? Qu'est-ce que vous avez entendu dire là-dessus, ceux qui se sont renseignés? Vas-y, Trout, si tu veux. J'ai beaucoup parlé. Non, non, mais moi tu sais, pour tout avouer, j'étais pas certain que c'était bien lui, en fait, Ah, oui, j'ai eu un petit à la doute fin de la aussi. Hein. série. Je Je me suis dit, je me mais suis dit, attends, c'est anachronique et tout. ouais, je me suis dit, mais il est mort en fait, pourquoi vous le faites de. Ouais. Et j'ai pas compris même pas comment il a réchappé au bûcher finalement. J'ai pas très bien compris cette fin, enfin, ce qu'il revenait faire là-dedans en fait. Qui réchappe du bûcher? Hmm. Ouais, ouais, Alors ouais. moi, Mais j'ai dû être inattentif à ce moment-là. mon interprétation, elle est plus narrative que diégétique, c'est-à-dire plus sur la construction de l'histoire que sur ce qui se passe dans l'histoire en elle-même. Je pense que en fait, que tous les personnages qui nous sont présentés, vu qu'on est dans un monde parallèle au nôtre, ce sont, comme on l'a dit, ce sont des personnages idées en fait. Ils représentent certaines idées particulières. Et Rafale Rafale en particulier incarne certaines idées, notamment, je pense que c'est le personnage qui, entre guillemets, représente le mieux l'idée de la recherche scientifique. Je pense. C'est un peu le plus nietzschéen, quoi. Je ne saurais pas, je connais non peut-être pas assez Nietzsche pour dire ça, mais et peut-être en plus vu que le réalisateur, enfin le scénariste apparemment met Nietzsche dans ses références, c'est possible. Ouais. C'est pour ça que, à mon sens, c'est un personnage idée. Donc à partir du moment où on passe au royaume de Pologne, on n'est plus dans la même histoire en fait, en vérité. Rafale fait le lien entre l'histoire fictive, assumée comme fictive, et le moment où on arrive dans en fait, dans le réel, c'est-à-dire le royaume de Pologne, avec une année bien définie, et notamment avec un personnage qu'il va éduquer, qui est donc un personnage réel. Et il représente à ce moment-là, il y a plusieurs hypothèses, c'est-à-dire qu'il représente à ce moment-là ce qu'aurait pu devenir Rafale s'il n'était pas mort. Et il représente en fait une idée de l'extrême science, quoi, quelque part. C'est-à-dire que même la curiosité, même le savoir, le désir de recherche, en fait, peut pousser à faire pourrait pousser à faire des choses extrêmes. Et là, en fait, on est sur la question, je pense, de l'éthique des sciences.
clairement. C'est-à-dire que oui, on peut bosser sur plein de sujets, essayer de s'intéresser à plein de trucs et essayer de tester plein de trucs. Le problème, c'est que il faut quand même des trucs pour freiner la science, en tout cas la recherche scientifique, parce que sinon, on peut très vite rentrer dans des dérives dégueulasses et horribles. Et notamment avec des tests sur des animaux, sur des êtres humains, etc., etc., etc. Et donc, je pense que ces derniers épisodes abordent, et notamment le moment où Raphaël tue pour obtenir des documents qui vont lui permettre d'avancer dans ses recherches, on rentre dans les questions d'éthique des sciences. Jusqu'à quel point on est capable d'aller pour avancer dans les sciences. Jusqu'à Voilà, quand la c'était comme violence est légitime? Je suis si tu complètement veux, d'accord avec toi. oui, Ouais, voilà, Euh, oui, voilà, c'est la question de la violence, si tu veux. Mais pour moi, c'est plus une question d'éthique. Enfin, si on relie en fait aux questions de quel frein il faut mettre à la science, parce que enfin, voilà, en fait, pendant toute la série, on dit il faut aucun frein à la science. Le seul frein de la science, c'est le dogmatisme. Il ne faut plus de dogmatisme. Il faut que la science puisse les libérer complètement. Et il y a un seul personnage qui voit un problème à ça, c'est Oxy d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'adore oui, ce personnage. C'est le seul en fait qui dit, et notamment qui dit à Badeni, qui voit en fait tous les travers de Badeni, qui lui-même est en fait un deuxième race. C'est pour ça que je le vois aussi sceptique que Rafale, et qui voit mm, bien que chez Badeni et chez Piastre, il y a quand même pas mal de problèmes en termes de méthodologie. Et alors, je sais pas oui, exactement, mais il lui fait une remarque en fait mais si la science fonctionne comme ça, en fait, on ne vaut pas mieux forcément que les personnes en fait qui nous empêchent. C'est-à-dire que si on se met à défendre c'est ça, je crois qu'il lui dit un truc comme ça. Si on se met à défendre l'idée que l'héliocentrisme, si on se met à défendre l'héliocentrisme de la même manière qu'ils défendent le géocentrisme, en fait, on ne veut pas mieux qu'eux, même si on a raison. Et donc là, on rentre sur les questions de morale et d'éthique, en fait. C'est-à-dire jusqu'à oui. quel point ils sont capables d'aller effectivement juste pour défendre ces idées-là. Et voilà. Et en fait, c'est l'idée que ah bah, la science, c'est super bien, c'est largement mieux que le dogmatisme, c'est l'esprit critique, etc. Mais il faut aussi des freins. Parce que sinon, si on n'a pas des freins éthiques et moraux, eh ben, on peut arriver à assassiner des gens pour obtenir en fait des renseignements, pour obtenir des choses. Et bon, je vais pas aller attendre tout de suite le point Godwin, mais là on veut en venir hein, sur les scientifiques nazis, Oui, etc. bien sûr. Mais quelque part, il a presque, je dis vraiment presque parce que c'est très prototypaire et qu'il est quand même beaucoup plus naïf au sens philosophique que ça du terme, Oxy, mais il est presque utilitariste. C'est-à-dire que pour lui, il faut que la science serve à améliorer la vie des gens, sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Alors, je suis même complètement à l'opposé. Ah, Je pense que Rafale défend complètement l'inverse, en fait. Et je ah non, pense pas qu'il défend Rafale, d'ailleurs. Oxy. Ah, aussi. Oxy défend ah, ça. Oxy. Oui. Ah, oui. Ouais. Peut-être. Je pourrais pas te dire pour le coup. Enfin, pour lui, il faut que ça enchante le monde, quoi. C'est ce que tu disais plus tôt. Il pense qu'il faut que ça, globalement, que ça améliore la vie des gens, que ça leur donne de l'espoir. Et c'est pas forcément concret. Et derrière, il n'y a pas l'idée qu'il faut que concrètement, le fait de savoir que la Terre est pas au centre de l'univers, ça va changer quoi que ce soit. À comment est-ce qu'on va faire pousser des plantes en théorie. En tout cas, il n'en est pas là de sa réflexion. Euh, mais il y a cette idée que il faut que ça ait un apport positif. Si ça n'a pas d'apport positif, ça vaut pas forcément la peine d'être découvert et transmis. Et est-ce que tu as un exemple précis Enfin, est-ce que tu te rappelles un moment précis qui te fait dire ça Je crois que chez c'est Oxy? exactement la même conversation avec Badeni, où ils sont dans un sous-sol un peu avant de se faire tomber dessus par les inquisiteurs. Je crois que c'est à peu près au même moment, mais je me souviens pas exactement. On pourrait chercher. Oui, c'est vrai que alors, ce que je revois un peu dans mes notes, c'est que Oxy, il a la volonté de croire en ce monde. C'est un peu comme ça qu'il défend. C'est-à-dire que pour lui, en fait, il voit dans la science, mais je pense que c'est surtout une idée personnelle. C'est l'idée que ça réenchante le monde qui l'entoure. C'est-à-dire que ce monde-là, il n'est pas fixe, il y a encore des trucs à découvrir. Et, pour lui, il y a ça. Mais oui, oui, je pense que peut-être, ouais. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une vision utilitariste de la science. J'aurais pas mis ça là-dedans. Parce que c'est une idée plus philosophique que vraiment utilitaire. C'est-à-dire, moi, quand tu parles d'utilitarisme de la science, moi, ce que je mets derrière, c'est-à-dire qu'il faut que la science invente des techniques, améliore notre confort, mais pas forcément améliore notre vision philosophique du monde ou notre idée du Oui, sens de la vie, tu oui, vois. voilà. C'est en ça que ça diffère. Tout à fait. Voilà, lui, il est plus là-dedans, tu vois. C'est-à-dire qu'il voit dans la science une espèce de philosophie de vie, en fait. Mhm. C'est un philosophe, en fait, Coxy. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quelque part, c'est un mec qui est très dans l'introspection et qui philosophe, en fait, énormément là-dessus.
Et même s'il connaît pas la science, qu'il comprend pas la science, il va philosopher, il va la regarder, il va essayer de comprendre le sens de tout ça. Il a vraiment un rapport, ouais, je pense, philosophique, voire même spirituel quelque part, à la science. Tout à fait. Il apporte donc, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, à Badeni l'idée de dépendance, de codépendance intellectuelle. Parce que, à un moment donné, je me souviens que vous avez tous les deux parlé alors quand on a parlé de l'élitisme justement dans la vision de Badeni et tout ça, Troutz, tu as dit que quelque part donc les réseaux sociaux, tout ça, c'était aussi la preuve que euh, on a besoin de tous s'écouter, que tout le monde peut apporter une idée nouvelle, que dans l'élitisme, il y a l'idée qu'au contraire, en fait, il faudrait être dépendre un peu que de soi et que des sachants. Et puis, tout est arrivé et tu as dit quelque chose qui rentrait un peu en contradiction avec ce que tu avais dit juste avant, de mon point de vue, parce que tu as parlé de l'argument d'autorité. Et je trouve que l'argument d'autorité, il est toujours à double tranchant. En fait, il y a toujours une valeur un peu. Il y a, il y a une fallacie d'argument d'autorité, comme il peut y avoir une heuristique. Alors, pour expliquer aux éditeurs qui savent pas ce qu'est une fallacie et une heuristique, la fallacie, ça peut être ce qui peut être considéré comme une erreur de raisonnement logique, et l'heuristique, ce qui va, la plupart du temps, pouvoir fonctionner. Et donc, il y a deux côtés à l'argument d'autorité. Il y a l'idée de dire que quand on est dans son domaine de compétence, l'argument d'autorité est a priori valide, la plupart du temps, et quand on en sort, il n'est plus pertinent. Donc, c'est une façon de distinguer une source fiable d'une source pas fiable. Et je trouve que justement, entre l'élitisme et le populisme, qui sont deux visions qui s'opposent, on retrouve cette même façon de s'accaparer l'argument d'autorité comme quelque chose de radicalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a derrière, ça devrait être, à mon sens, la dépendance épistémique et l'idée de dire on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas tout savoir, et donc il faut, savoir faire confiance à la bonne personne au bon moment, dans le bon contexte, et sur quels critères on se repose pour pouvoir faire ça. Oui, bien sûr, Voilà, mais c'est très clair. c'est ce que je disais, c'est que quand on parlait de ça, c'est que dans l'anime, justement, euh, il n'y a pas d'argument d'autorité, il n'y a pas d'argument d'autorité possible puisque la théorie n'est pas encore établie. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui rêvent un peu et qui vont un peu plus loin, même à la Giordano Bruno, finalement, quelque part, quoi. Qu'il soit capable d'émettre des hypothèses sans avoir vraiment De fondement scientifique pour le faire. Ouais, voilà. Quelque part, c'est un peu aussi le rôle des artistes, hein. Enfin, le rôle des Ouais. artistes, le rôle aussi des. Enfin, voilà, tu vois, par exemple, je sais que beaucoup de science-fiction et. Enfin, le rapport science et science-fiction fonctionne généralement plutôt bien. Beaucoup de scientifiques adorent la science-fiction et ça les inspire aussi des fois dans leurs recherches. Et je crois qu'il y a eu des travaux là-dessus sur qu'est-ce qui inspire finalement les scientifiques à pousser des recherches dans certains sens. Et des fois, des fois tout simplement, c'est la fiction. Enfin voilà, il y a autre chose que juste le désir de. Comment dire de. Enfin voilà, il faut des idées en fait déjà pour arriver en science. Il faut des idées, il faut de l'imagination. Ouais, c'est tellement vrai que je pense à la 3e saison de Fondation que j'ai vue il y a pas longtemps, qui du coup est une adaptation directe de l'œuvre d'Asimov, qui du coup est un des auteurs qui a le plus inspiré beaucoup de scientifiques modernes, en tout cas sur sur les sujets de l'IA et de la robotique, évidemment, puis bon, sur plein d'autres choses, mais en particulier sur ça. Et dans cette dernière saison, il y a une discussion sur les 3 lois de la robotique, et elles sont inférées par un personnage. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une conversation philosophique qui est de dire, bon ben voilà, on a créé des êtres avec une intelligence quasi parfaite, qui sont autonomes, qui peuvent se déplacer dans un corps, qui sont immortels, quasi invincibles. Quelle est la première chose qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on leur impose? Et la nana répond, elle dit, ils peuvent blesser personne. Elle dit, oui, voilà, très bien. Donc à partir du moment où ils peuvent blesser personne, quelle va être la deuxième règle qu'on va leur imposer? Et en fait, ils font dérouler comme ça le
l'argument logique et ça donne l'impression que c'est un raisonnement tellement naturel que on sortira jamais vraiment les trois là la robotique. Alors que il y a énormément de choses qui aujourd'hui les ont quelque part rendues obsolètes en fait en termes de robotique. Personne ne va vous parler des trois lois aujourd'hui dans ce milieu-là. C'est quand même purement quelque chose qui est issu de la culture populaire et de la science-fiction. Mais l'idée ancrée qui est là, elle est tellement forte que je vois bien comment effectivement on peut imaginer que la même chose s'applique à comment l'intuition d'une idée et d'une philosophie au début peut pousser la propagation d'un vrai raisonnement scientifique derrière, quoi. Et que c'est un peu tout l'enjeu aussi de notre série. Mhm. Oui, oui, je pense qu'il y a un peu ça, ouais. Mais pour revenir sur la question, enfin, je sais pas si vous voulez continuer sur cette question-là, mais moi, je voudrais revenir sur la Mhm. question de l'utilitarisme. Mhm. Parce que moi, je pense qu'il y a un vrai personnage utilitariste dedans qu'on voit assez peu, mais c'est le père de je vais pas y arriver avec son nom. Brudzewo, donc à la toute fin. Donc Brudzewo, il est dans son petit village et il est élevé par un père qui est paysan pour le coup, agriculteur, mais qui a quand même des capacités, enfin qui a quand même des connaissances, qui sait lire. Et donc il apprend à son fils à lire et il apprend la curiosité à son fils. Lui, il a une vision justement de la science extrêmement utilitariste, c'est-à-dire que les connaissances vont aider à son fils à produire S'enrichir. mieux, Ouais. à s'enrichir, enfin voilà. Et il faut que son fils apprenne des choses utiles. Et quand il apprend que son Mhm. fils, il est passionné d'astronomie, pour lui, il se dit, mais ça sert à rien l'astronomie, à quoi ça va servir, quoi. Donc là, on est vraiment sur la Compte en différence entre banque. sciences fondamentales et sciences appliquées, quelque part. Enfin, il y a un petit côté comme ça, entre les ingénieurs et les scientifiques, C'est tu vrai. vois. Quelque part, Mhm. il a une vision plus ingénieur du truc, c'est-à-dire, vas-y, tu vas apprendre des connaissances pour améliorer le monde, améliorer tes conditions de travail, t'enrichir, etc. Mais est-ce quoi ça sert d'aller chercher euh, Pourquoi Mars recule, au quoi? niveau, Je veux dire, on s'en fout. au niveau de l'astronomie, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça va Ouais. changer finalement dans la société, tu vois. Et à côté, Rafale est construit en opposition à ce personnage-là. Il y a une vision de la science beaucoup moins utilitariste et beaucoup plus basée sur la curiosité, sur l'émerveillement, sur l'envie Mhm. d'apprendre et en fait de se dire, bah, en fait, il n'y a aucune limite à apprendre et on s'intéresse à ce qu'on veut et puis on va là-dedans. Alors, il y a tellement aucune limite qui va le buter finalement. Donc, donc là, il y a un petit. Voilà, c'est là on arrive sur les questions éthiques. Mais Et c'est enfin ce qui voilà, je trouve permet qu'il y avait un d'explorer truc. les défauts aussi de chacune de ces visions quand elles sont poussées à l'extrême et qu'elles sont dans Exactement. leur balbutiement. C'est vraiment l'idée pure, quoi. Et c'est ce qui est intéressant avec un archétype, c'est que tu peux le faire aller jusqu'au bout de son raisonnement pour voir quelles sont ses C'est ça. limites. Et notamment, le père, justement, il a la preuve, il a apparemment des documents, peut-être même le livre d'Oxy, enfin, on sait pas trop, on sait qu'il a dans sa Mm. bibliothèque un Et document je qui supposais que c'était permettrait ça, de. oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Qui permettrait de prouver l'héliocentrisme. C'est ce que cherche absolument Rafale, mais lui, Mhm. parce qu'il pourrait très bien lui donner, il pourrait se dire, enfin voilà quoi. Mais non, il a une vision de la science. En fait, pour lui, c'est tellement pas utile. En fait, et en même temps, il a une vision très réduite parce qu'il pourrait se dire, mais très bien, allons-y. Moi, ça m'intéresse pas, mais allez-y, faites-le. Mais non, il refuse de communiquer ce document. C'est pour ça qu'à la fin, Rafale décide de le tuer parce qu'il estime que il vaut mieux tuer une personne pour sauver la connaissance, quoi. Ce qui est une vision morale très questionnable pour le coup. Ouais. Voilà. Et du coup, je suis perdu maintenant, effectivement, dans le retour de Rafale à la fin et en train de me dire, mais il y a vraiment un truc qui est pas possible là temporellement. Et de C'est ma assez bizarre. perplexité devant cet instant. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai adoré la fin parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ces deux visions de la science qui s'opposent entre Rafale et le père. Et le père met en avant l'idée de doute, alors que lui-même, il a pas l'air de, enfin, il a pas l'air de trop l'utiliser. Enfin, c'est assez drôle. Je crois que c'est le père qui met en avant l'idée. Euh, et Rafale met en avant l'idée de croyance et non pas l'idée de doute. Ce qui devrait être l'inverse en fait. Enfin, ce qui techniquement, moi quand j'ai regardé Ouais. la série, je me dis ça devrait être l'inverse. Mais Rafale met en avant la croyance. Et, euh, et alors j'avais écrit un peu ce qu'il avait dit. Alors je sais plus si c'est ça. Non, ça c'est sur la curiosité.
Et en fait, oui, c'est ça. En fait, Raphaël, en fait, alors lui, il défend à fond la curiosité. Et c'est là l'inverse, en fait, du père qui, lui, défend. Alors attendez, j'essaie de retrouver mes notes. Voilà. Le père, lui, il défend l'idée du doute. Il dit littéralement, tu dois douter de ce que tu sais, doute du sens commun, de tes motivations, de tes méthodes. L'envie de savoir peut devenir incontrôlable. Elle peut se transformer en un monstre et changer le monde à tout jamais. Doute du chemin sur lequel tu t'engages et si tu n'y vois pas d'utilité, abandonne-le. C'est un usage du mot doute qui est très drôle parce qu'en fait, là, cette idée de l'envie de savoir peut devenir incontrôlable, c'est clairement Rafale en fait qui définit Ouais, là-dedans. qui est Mais en visé. même temps, lui, Mhm. il empêche le savoir de se répandre. Donc aussi, il est enfin voilà, on est dans une idée très. Enfin, c'est là où on arrive en fait sur des conceptions philosophiques qui sont beaucoup plus poussées et beaucoup plus difficiles à vraiment cerner, je trouve. Euh, il dit dans ta quête de la vérité, une chose importe plus que tout. Ça, c'est Raphaël qui le dit justement. Dans ta quête de vérité, une chose importe plus que tout. Tu dois croire. Croire en ton intuition, croire à la beauté de ce monde. Et quoi qu'il arrive, je ne condamnerai jamais la curiosité. C'est-à-dire que Rafale, lui, c'est la curiosité à donf, quoi. Mais la curiosité, si t'es curieux, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai plus cette idée-là de la science, en fait, hein, clairement. Mais tout en défendant le doute. Mais c'est drôle à quel point ces deux visions s'opposent. Et Raphaël, enfin, le personnage de Raphaël fait un super discours à la fin, je trouve. Il dit, la curiosité, c'est la qualité essentielle pour assurer l'avenir des sciences. C'est la peur qui me fait dire ça. Dans l'ère qui nous attend, l'idée que la vérité est construite et non découverte pourrait devenir une hypothèse établie. Les écrits d'autres pays ou du passé décrivent des histoires, des religions, des cultures différentes. On manque d'informations de nos jours, mais à mesure que nous échangeons avec l'extérieur, même la vérité pourrait être vue comme relative. Et là, on en arrive sur la question de ce qu'on a dit tout à l'heure sur Trump, sur les réseaux sociaux, sur l'ère de la post-vérité, en Ouais. fait. Et si cela arrivait, l'engouement que suscite la vérité universelle pourrait disparaître du cœur de l'homme. Le travail de recherche deviendrait de plus en plus spécialisé. Ressentir le désir de connaître tout dans son ensemble, c'est-à-dire d'être curieux, pourrait être considéré comme frivole et déraisonnable. Enfin, voilà, je trouve ça, je trouve au niveau de l'écriture, c'est extraordinaire. Enfin, voilà, désolé, mais voilà, ces citations de la fin de la série, Tout à fait d'accord. Ouais. vachement, Très bien, ça me ouais, rend et vachement qui rejoint un peu ce qu'on disait dans l'avant-dernière sur Utopia, entre autres, sur en tout cas ce que je disais dans mon intro, sur la création de l'information et qui détient le fait de la narration du récit peut transformer la vérité finalement, quoi. Hmm. Et finalement, de ça, ça va donner le personnage sur le coup de Brutzezo qui est complètement perdu en fait. Il a deux visions de la science qui sont affrontées dans sa tête. Et en fait, il voit les limites de ces deux visions de la science parce qu'à la fois, il était ultra fan de ce que faisait Rafale et à la fois, il a été choqué par ce qu'a fait Rafale, quoi. Et donc, il était bloqué dans cette conception de la science. Et je crois que c'est lui qui dit ça au niveau du confessionnal. Ou alors, c'est peut-être même le prêtre qui lui dit ça, je pense, dans le confessionnal, qui d'ailleurs est un des anciens apprentis aussi. Enfin, en tout cas, Oui. on comprend que c'est un des anciens Novak. apprentis, donc il y a quand même des liens entre les deux univers de la série. Il dit, faut-il vraiment choisir entre douter et croire? Serait-ce mal, finalement, techniquement, de faire les deux? Et en plus, Il invente là, le il fait une bayésianisme. et là, il fait une référence surtout à saint Thomas d'Aquin aussi. Enfin voilà. Et Voilà. alors, on n'a pas parlé aussi dans la série, mais bon, je viendrai peut-être plus tard. Enfin voilà. Si vous avez des trucs à dire là-dessus. Et enfin voilà. Enfin en fait, la série, elle arrive vraiment là-dessus, sur cette idée-là. L'idée d'être plusieurs en fait pour avancer en science et d'être pas tout seul quoi. Et là, je sais plus c'est une citation de qui, mais il dit seuls nous sommes impuissants, il faut s'unir. Et je crois que c'est même Rafale qui doit dire ça. Ouais. Je douterais en avançant et croirais en rebroussant chemin. Enfin voilà, il y a plein de phrases à la fin qui sont super, qui sont juste extrêmement philosophiques sur le sens de la science en fait et sur les méthodes à Très adopter profonde. quoi. Ouais. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça pour terminer. Donc, je vous propose qu'on passe au mot de la fin si vous avez un petit quelque chose à rajouter sur ce que vous pensez qu'on peut faire de cette série, quel impact vous pensez qu'elle peut avoir peut-être, parce que moi je trouve que c'est une série qui a
qui peut être un excellent support pédagogique, qui peut réveiller quelques esprits peut-être, qui peut faire apprendre quelques petits trucs essentiels, je pense, et qui peut changer fondamentalement les croyances de certaines personnes. Je parle pas forcément de tenants de quoi que ce soit d'une conspiration, hein, je pense juste que si on voit ça à l'adolescence, ça peut être très fondateur comme série. Et moi, c'est ce que j'aimerais retenir. Du coup, de à quel point elle peut vraiment, parce que je pense que c'est un peu l'essence de ce qu'on essaie de faire chez Cinétique, changer notre vision du monde. Finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la culture populaire à travers le cinéma en général et le fait de raconter des histoires, c'est parce que ça nous affecte dans notre conception de notre environnement et notre façon de voir le monde et de croire à certaines choses ou pas. Et que Sanla me semble avoir ce pouvoir puissance 10 000, quoi. Voilà pour moi. Alors, moi, à part si Trou, tu veux parler avant moi, comme tu veux. J'ai rien de spécial à dire à part lever les yeux au ciel. Non, non, non. Non, non, non. Et ne regardez pas l'astéroïde. Non, mais vous m'avez fait penser à ce personnage dont j'oublie encore le prénom, Grok ou Gruk, je sais plus, qui n'ose pas lever lever les yeux au ciel au début. C'est Oxy, voilà, Oxy. Putain, je savais qu'il y a un O, il y a un X, mais voilà. Du coup, ce personnage qui a peur de regarder le ciel, et parce qu'il se sent observé par tous ces astres, et qui fait penser à la phrase le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà. Je l'ai retrouvé, c'est vrai que ce personnage me faisait un peu penser à ça. Moi, j'ai deux trucs à dire. Un truc sur lequel on s'est pas trop attardé et qui me semble important dans la série. Et ensuite, un message global sur la série. Mais je voudrais revenir sur le passage de Yolanta et notamment sur l'aspect inégalitaire de la science. Et Yolanta représente tout ça, en fait. C'est-à-dire, c'est une femme dans un milieu scientifique qui, parce qu'elle est femme, n'a pas vraiment sa place en université et qui va littéralement se faire voler ses travaux par son N+1, on va dire ça comme ça. Et donc Senpai. voilà, et qui va publier les travaux de Yolanta sous son nom en lui disant littéralement, bah écoute, si tu veux que tes travaux soient publiés, il faut que tu passes par ça, t'as pas le choix, parce que de toute façon tu seras jamais reconnu et personne ne publiera une femme. Donc ça, Et c'est genre aussi la norme en plus, quoi. Ouais. Hein? C'est la norme en plus, c'est vraiment présenté comme normal. Oui, c'est la norme, ouais. Même si le compte Pias, il a l'air quand même plus ouvert là-dessus, parce que lui-même, il voit le problème à ce moment-là. Et en fait, on se demande en fait si est-ce que c'est vraiment la norme ou pas, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui en profite pour vraiment lui piquer ses trucs. Enfin, à mon avis, il y a les deux. Et donc, je voulais vous parler, voilà, justement, de pièces de théâtre, parce je trouve qu'on n'a pas beaucoup à Cinétique de ça, enfin en tout cas de pièces de théâtre, quoi. Au niveau culturel, ça nous intéresse, et notamment sur cette question-là, donc des inégalités, notamment du patriarcat dans le domaine des sciences. Vous avez un théâtre qui s'appelle le théâtre à Paris, donc qui s'appelle le théâtre de la Reine Blanche, et vous avez une autrice dont je vais sans doute réussir à retrouver le nom, Elisabeth Bouchot, voilà, c'est ça, qui est une ancienne physicienne qui est devenue dramaturge et qui a écrit donc une série de pièces qui s'appelle Les Fabuleuses, qui revient sur à chaque fois une histoire d'une scientifique qui, pour une raison X ou pour une raison B, généralement c'est toujours relié généralement à des hommes, comme de par hasard, se sont fait piquer leurs recherches, se sont fait dissimuler leur participation. Enfin voilà, donc il y a 4 pièces que vous pouvez aller voir. Donc j'ai pas le titre des 4 pièces, mais j'en ai quelques-unes. Vous avez par exemple Exil intérieur qui parle de Lise Meitner et la fission nucléaire. Vous savez comme j'ai hâte de me remettre à nos travaux sur la radioactivité. Nous ferons de grandes choses. Uranium, thorium, protactinium. C'est un peu notre bébé cet élément. Ah non, c'est toi qui as conduit toutes les expériences. Ce n'est pas pour parler de moi que je suis venu. C'est pour vous demander à nouveau de partir, vous aussi de quitter Berlin. La situation est dangereuse. Vous avez déjà perdu votre poste d'enseignement. Qu'attendez-vous de plus? Ah mais mon ami, il dirige le département de chimie, il a été nommé professeur et a eu un vrai poste bien avant moi. Parce que c'est un arien! Non!
Parce que je suis une femme. Il faut que tu partes, Lise. Quoi? Il faut que tu quittes l'Institut. La situation devient intenable. La juiverie met l'Institut en danger. Le noyau peut se rompre sous l'action d'un neutron. Nous avons découvert la fission nucléaire. Madame, je voudrais vous interroger sur votre rôle dans l'élaboration de la première bombe atomique par les Alliés. Je n'ai rien à voir là-dedans, madame, rien du tout. Il y a des fautes qui excluent de l'humanité ceux qui les commettent. Rien ne sera plus jamais pareil. Vous avez prix Nobel qui parle de Jocelyn Bell et de la découverte des pulsars. Et vous avez l'affaire Rosalind Franklin qui nous parle donc de Rosalind Franklin et de la structure en double hélice de l'ADN. Il y en a une quatrième que je n'ai pas sous les yeux, mais enfin voilà. Donc si vous avez l'occasion, allez voir ces pièces ou achetez-les, parce qu'elles sont disponibles à la vente au moins en théâtre de la Reine Blanche, et pour les lire, parce que c'est des super pièces qui reviennent sur des réalités et qui sont encore aussi d'actualité aujourd'hui, même si c'est quand même un petit peu moins le cas, mais il y a toujours ce patriarcat qui règne en maître là-dessus. Et bon, voilà, c'était son truc sur le personnage de Yolanta. Donc voilà, enfin, vous voyez que la série aborde un nombre de thématiques, mais absolument gigantesques en fait, autour des sciences, de la politique, de la sociologie des sciences, de la philosophie des sciences, de l'éthique des sciences. Donc il y a énormément de choses à se mettre sous la dent en 25 épisodes de 20 minutes. Donc autant vous dire que c'est 25 épisodes, mais en fait finalement ça se fait assez vite, c'est du très condensé quoi. Vous avez des dialogues qui sont écrits mais parfaitement bien, j'en ai cité quelques-uns mais il y en a plein d'autres, et vous allez vous régaler en fait, réellement. Si c'est des questions qui vous intéressent, vous allez vous régaler, et comme l'a dit Geoffrey, effectivement c'est ce genre d'œuvres qui à la fois sont assez inattendu, parce que je m'attendais pas du tout à ça en voyant cette série, en fait, à une telle réflexion philosophique. Et à la fois, c'est génial d'avoir des œuvres qui sont extrêmement tout public. Et en fait, moi, j'aimerais la comparer à un truc style Matrix, en fait. Enfin, je pense que voilà, je pense qu'on a aussi peu parlé enfin, on a autant parlé philosophie que lorsqu'on a traité de Matrix, en fait. Et de tout ce qu'il peut y avoir à travers ces œuvres-là. Donc voilà, c'est des œuvres puissantes, et du mouvement de la Terre en fait partie. Et le fait que ce soit un manga, un animé japonais, c'est juste excellent. Voilà. Donc allez voir et régalez-vous, quoi. Eh ben, Donc, merci Vivien. Bon, voilà, oui. Ajouter que c'est aussi une série. Voilà, il y a pas que de la philosophie, de la science. Il y a beaucoup d'action. On s'ennuie pas. Voilà, on s'ennuie pas une seule seconde, quoi. Ça bouge tout le temps, et voilà. En tout cas, j'ai passé un bon moment aussi. Super, merci beaucoup. Quant à moi, je recommande aux fans d'animé qui ont suivi cet épisode d'aller continuer par Vinland Saga si vous ne connaissez pas, toujours dans un style historique d'animé un petit peu contemplatif. Pour le coup, pas forcément très sceptique, mais également très intéressant. Et puis, on en a parlé pendant l'émission de l'épisode de Cinétique et du film portant sur le même film pour Agora de Alejandro Amenábar. Et ce sera tout pour moi. Je vous dis à ciao ciao. Restez ciné-sceptiques devant les petits et les grands écrans. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Ciao. salut.